Je comprends enfin pourquoi tout le monde adore cette série en fait. C'est parce que c'est une repompe de Kingdom Hearts. Tout s'explique. Je me posais la question comment ça se fait qu'un truc aussi basique, aussi typique puisse être autant acclamé. Kingdom Hearts reprend la même base que Kingdom Hearts, les gens sont touchés dans leur relent nostalgique, et paf, c'est bon, tu captes tout le monde là, à fond, voilà. Tu fais exactement là, le même principe que Kingdom Hearts, et je suis sûr que... Mais ce qui marche aussi un petit peu dans Kingdom Hearts, c'est que c'est un jeu vidéo, donc on essaye de jouer un petit peu sur cette dynamique-là. Là, c'est une série, donc ça n'a pas autant de poids pour moi. Mais voilà, je comprends un petit peu plus maintenant, je comprends un petit peu mieux. Cet épisode est tout à fait correct, sans plus, il casse pas les briques, mais il m'a totalement fait comprendre l'attrait particulier de pas mal de gens pour ça. Voilà. Ok, ouais, ça va être une grosse moitié d'exposition et une autre moitié de développement, mi-larmoyant, mi-dramatique réussi, et ça passe bien, pas sensationnel, mais ça passe. Et voilà, donc la première moitié, c'est sans surprise Adora qui, en lâchant prise, finit par être amené devant Grand Espoir. On verra plus tard que c'est une sorte de vision holographique dans ses rêves, puisqu'elle est maintenue un petit peu endormie sur une espèce de stèle. Et parallèlement, on aura Entrapta qui aura fini de bosser sur la pierre, le disque que Catra aura ramené. Sachant que on est d'accord que ce qui se passe avec Adora, ça se passe direct, ça s'enchaîne direct après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et pourtant, en même temps, Entrapta a réussi à faire son truc, quoi. Je veux dire, il y a être rapide et il y a défier les lois du temps. Ça ne devrait pas se faire parallèlement, hein. Ou alors elle est restée, je sais pas, inconsciente pendant plusieurs journées, Adora. Peut-être, on va dire que c'est ça. Et elle a besoin d'ajuster son esprit, grand espoir pour l'amener à ça, je sais pas trop quoi. Enfin bon, et ça va être une exposition parallèle, puisque Adora, en ayant étudié l'objet que Catra a ramené, aura compris plus ou moins les mêmes choses que ce que comprend Adora en se faisant renseigner. En dehors du fait que She-Ra est la championne des peuples, qui doit porter l'arme magique qui doit relier les cœurs des gens, la Keyblade, dira-t-on, sinon, en dehors de ça, entre-temps, elle aura tout compris, quoi. Elle fera sa petite exposition à Scorpia et Catra, et une fois de plus, je vous cache pas que leur dynamique comique, elle me sort un petit peu par les trous de nez, parce que je n'arrive pas une seule seconde à prendre cette relation sérieuse si c'est que comme ça qu'elles interagissent. Il n'y a pas de rapprochement un tant soit peu sérieux, c'est juste ah, je suis trop content d'avoir une copine, youhou, direct. C'est juste nos excentricités qui s'amusent entre elles. C'est pas du rapprochement de personnages, c'est du rapprochement d'excentricité, du mélange d'excentricité. Et voilà, les excentricités en soi, elles peuvent être drôles, mais vous me ferez pas ressentir grand chose pour cette relation de personnage en tant que personnage, voyez. Je tiens à le préciser rapidement. Donc, Entrapta raconte plus ou moins la même chose que Grand Espoir Adora, donc tout le monde est mis au parfum en même temps. Sur le fait qu'Eteria, c'est en fait une espèce de machine qui contrôlait le monde avant, une entité qui contrôlait le monde avant, qu'on peut mettre un petit peu sous forme de machine maintenant, avec Entrapta, et elles étaient là pour assurer la stabilité, l'équilibre des choses via donc les pouvoirs de l'épée, et sa puissance, elle l'attire en fait dans la réunion des princesses de cœur, non, des princesses du pouvoir, excusez-moi, les princesses du pouvoir qui, réunies, peuvent amener, apporter quelque chose de grand, et elles sont toutes liées à She-Ra et au grand pouvoir de la lumière des ténèbres, pardon, du cœur d'Eteria, ou d'Eternia. Donc, toutes les princesses du pouvoir se perpétuent et se poursuivent de génération en génération. Ce qui est
bon, ce qu'on peut accepter dans le cadre d'un récit vraiment romancé comme ça, mais c'est juste, moi qui aime bien voir un petit peu en dehors de ça et réfléchir outre mesure, c'est quand même bizarre, parce que vous me dites que de génération en génération, il n'y a pas eu une seule princesse du pouvoir qui a enfanté, qui n'a pas enfanté quelqu'un pour prendre sa place, ou alors ça se décide au pifomètre, il y a quelqu'un de la nouvelle génération qui doit avoir les pouvoirs, si c'est pas enfanté par la princesse précédente, ce sera décidé au pif. Et surtout, ça veut dire que si une princesse du pouvoir a deux enfants, le deuxième, Walou, il va se faire foutre, il a rien, c'est pas une princesse. Et on peut pas avoir de garçon. Ou alors si, on peut avoir un garçon, mais c'est la première fille qui passe parce que c'est un... c'est un système super féministe, quoi. Hein, les filles, quoi. Ok. C'est assez pratique et ça repose quand même sur pas mal de choses qui ne devraient pas pouvoir se perpétuer sur autant de générations parce qu'on montre que ça fait des lustres, des plombes, que ça existe. Hein. À un moment donné, il y aura Adora qui finira par se demander bon, maintenant vous m'avez parlé de la base. De ce que je représente et des sources du pouvoir des terriens, mais comment je fais pour maîtriser mes pouvoirs? Elle finit par lui dire que pour maîtriser ses pouvoirs, il y a une session d'entraînement qui dure longtemps. Ça se fait pas en un jour, comme elle l'espérait malheureusement, mais bon, je suis sûr que on verra au fur et à mesure qu'elle apprendra à maîtriser ses différents pouvoirs en l'espace de quelques petits moments clés assez rapides. Hein. Donc oui, l'entraînement d'un ou deux ans, on peut le sauter hein, si on a les bonnes motivations et le bon scénario. Je vous parie totalement qu'on va avoir droit à ça. Hein. Que la série me reprenne si je me trompe. Hein. On verra par la suite. Bref. Elle dit à Adora qu'elle a besoin de rester là et s'entraîner, mais Adora dit mais non, mes amis ont besoin de moi, et tandis que Grand Espoir finit par lui montrer différents moments de regret de sa part et de dire le truc ultra classique et prévisible de l'intelligence artificielle, tes sentiments t'entravent, il faut penser de façon posée et logique, et ton truc c'est de sauver toute la planète et pas penser individuellement à quelques personnes. C'est pour ça qu'il est mieux pour toi de rester ici, ce qui est, comme je dis, c'est ultra classique vu des tas et des tas de fois. Je dis pas que c'est mauvais, mais disons que voilà, hein, c'est pas ça qui va me souffler, quoi, une fois de plus. Et donc, il y a ce moment assez fort autour d'Adora qui a un petit peu de mal à se décider par rapport à ce dilemme qu'on lui pose. Est-ce qu'elle doit rester là pour s'entraîner ou est-ce qu'elle veut être auprès de ses amis? Et on jouera là-dessus de façon assez maladroite à la fin. J'y viendrai seulement, voilà. Hein, donc, on en termine là pour Adora pour l'instant. Et en parallèle, il y a donc Catra et compagnie qui ont suivi les plans d'Entrapta, qui est une fois de plus totalement partante pour aider la Horde, mais genre à fond. Genre elle change de camp comme de chemise facilement, ce qui une fois de plus n'est pas du tout incohérent avec son caractère. Disons juste que voilà, son caractère il est très sympathique, mais si vous l'employez juste pour trouver une excuse à la con pour qu'elle se sépare des autres et qu'on la croit morte, pour qu'elle change de camp comme ça aide pas. Je suis désolé, ça aide pas. Je pense que ce personnage, si on le mettait dans des situations, des configurations qui ont un peu plus de sens scénaristiquement, qui ont plus de portée scénaristique que je change d'avis comme ça et puis basta, merci, il y aurait peut-être eu moyen que j'adore vraiment, mais là c'est juste, j'aime son caractère, la façon dont on fait rebondir son rôle d'un coin à l'autre, c'est... Je sais pas, ou alors elle prévoit un truc surprise pour s'en prendre à la Horde sans qu'ils s'en rendent compte, mais ça me surprendrait énormément, hein, vu le caractère du personnage, donc... je sais pas, j'ai un peu de mal, je vous cache pas. Bref, elle dit oui, il y a moyen d'utiliser les fameux pouvoirs des pierres magiques qui représentent les princesses
pour améliorer la puissance des installations. Et Catra se dit tout de suite, ah, mais des armes, oui, des armes en particulier, mais il y a d'autres possibilités. Mais bon, ok, des armes, on va faire comme tu veux, je bosse pour les hordes, maintenant il n'y a pas de problème, hein. on fait les armes, hein, très bien, c'est parfait. Hein. Et il y a Hordak qui les entend hors champ grâce à son petit espion, parce qu'il a un petit démon bébé espion. J'avoue que en termes de design, c'est assez cool, ça. Et il a compris le truc. Et il est totalement partant. Je me suis dit, tiens, il n'aurait pas un peu peur qu'elle trame quelque chose derrière son dos, mais apparemment, non. Donc je dis, ok, très bien. Apparemment, elles font ça pour la Horde. Ben, c'est pour bien se faire voir, mais quand même pour la Horde, donc cool. Il n'en voit pas plus, ce qui fait qu'elle les autorise à utiliser la pierre de pouvoir, qui se trouve être le grenat noir qu'on a vu à plusieurs reprises. Ce grenat même qui alimentait les pouvoirs de Ténébra. Est-ce que Ténébra n'accepte pas comme ça, hein. Ça lui fait pas plaisir, hein. Au début, elle essaye de défendre son cas devant Hordak, mais Hordak dit non merde, va te faire voir, tu m'as déçu, Catra a un plan qui me plaît mieux, et puis je fais confiance à Trapta. Ça fait quoi quelques jours max qu'elle est là, on peut lui faire confiance. Le truc avec ça, c'est que soit elle est vraiment de votre côté et donc ça va super vite, soit elle est pas de votre côté et vous êtes des cons de lui faire confiance comme ça, quoi. À nouveau, il y a toujours la petite possibilité qu'elle retourne sa veste à la fin pour dire ah, je vous ai bien eu. Vous croyez que j'étais de votre côté, mais non. Mais j'y crois pas, hein, j'y crois pas. Dans tous les cas, ça montre que t'as une écriture trop facile. Je suis désolé, une écriture trop facile. Bref, il est totalement d'accord pour ça. Ténébra se rebiffe un petit peu et se dit ah, Catra, tu m'énerves, tu m'as déçu tout le temps. Et Catra dit ah non, c'est vous qui m'avez appris tout ce que je sais maintenant grâce à vos dures leçons. Je sais quand frapper, je sais quand esquiver. Et elle finit par prendre le dessus sur elle en dépit du fait qu'elle utilise ses pouvoirs de cheveux magiques. Et donc elle finit par se faire capturer et emprisonner en ayant le petit diamant qu'elle avait sur son front qui lui permettait de faire ses trucs magiques détruit. Ouais, c'est déjà un revirement assez grave. Hein. Ténébra risque difficilement de continuer à être du côté de la Horde après ça. Ou alors ils trouveront une bonne excuse, j'attends de voir. Alors, en tout cas, voilà, elle finit par être battue et donc on lance l'opération hein, grâce à ses compétences ultra magiques, technologiques, ce qui une fois de plus est un peu facile, mais bon, j'accepte ça, c'est pas un problème grave. Hein. Entrapta finit par donc relier le grenat noir à la machine qu'elle a créée avec la puce pour booster à fond les machines de la Horde. Et ce qui permet de créer une espèce de dérèglement climatique. Alors pour l'instant c'est ce qu'on voit, hein. Il y a un grand dérèglement climatique, ça fait peur aux animaux, même dans la forêt des murmures, on y viendra, la forêt des murmures, tout ça, et Catra termine en disant oh, je sais pas ce qui se passe mais ça a l'air extra, hein. Ah j'aime le chaos maintenant, je suis méchante. Ok, on est à ce stade, très bien, hein. Remarque qu'avec l'épisode précédent c'est pas étonnant, hein. Parallèlement on va avoir le moins bon du lot, parce que bon, en dépit des problèmes que j'ai, c'est quand même assez efficace, voilà. L'exposition, elle était un petit peu nécessaire et ça appuie bien l'univers en question et de façon tout à fait intéressante qui passe bien et le développement autour de Catra Ténébra par rapport à ce que Catra compte faire, ça va un peu vite. Je vous cache pas que ça va un peu vite, mais c'est tout à fait satisfaisant, c'est très acceptable, hein, ça passe bien. Mais parallèlement, on va donc y avoir un truc qui est moins bon pour moi, c'est Fugor qui revient. Fugor qui a capté le signal d'Adora parce qu'il a toujours ses ailes et sa corne, et maintenant il a une langue. Oui, Fugor sait parler, il rend visite à Scintilla et Flèche d'Or qui s'inquiètent pour Adora, et il leur dit ok, maintenant je sais parler. Un truc que je peux dire par rapport à la version originale, c'est que au moins ils ont une réaction plus rattachable en se disant un cheval qui parle, c'est quoi ce délire. Ça fait plaisir au moins, et très vite ça devient lourd. Je vous cache pas, hein, pour l'instant je tolère, mais j'ai le sentiment que si Fugor va avoir ce genre de comportement
régulièrement par la suite, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à énormément le tolérer. Parce que ouais, c'est lui qui dirait maintenant il faut m'accepter comme ça, les chevaux libres, libérons les étables, tout ça, tout ça. Et il a ce petit caractère un petit peu supérieur qui renvoie, qui casse pas la baraque. D'autant plus que il donne moyennement l'impression d'avoir une attache particulière envers ces gens. Il dit juste, ouais, j'ai senti un problème avec Adora, c'est plus une espèce d'obligation personnelle qui se donne qu'une vraie attache qu'il a, ce qui rend pas vraiment très fort cette espèce de micro-quête qu'on va montrer, puisque donc suite à ça, il y aura Scintilla et Flèche d'Or qui voudront le suivre pour retrouver Adora. Scintilla se dira, ah, on va faire le mur pour que maman ne voit pas. On va continuer cette dynamique de merde. Mais il y a la série qui dit, vous savez quoi, on va peut-être arrêter ça. Et ça me donne un léger espoir avec la reine qui finit par dire à Scintilla, tu sais quoi, ok, va rejoindre ton ami. Je vais pas te consigner dans les murs. Je vais pas non plus la jouer mère autoritaire tout le temps. Je vais te laisser un petit peu voler de tes propres ailes et prendre certaines de tes décisions sans te restreindre. Ce serait cool que moi aussi je sois un peu proactif à certains moments et que je ne reste pas assis sur mon cul à laisser les décisions se prendre, mais peut-être que ça viendra ça aussi, mais au moins il y a ça qui se règle. Et donc ils partent direction la forêt des murmures à la recherche du fameux temple que Fugor peut pointer grâce à sa corde magique en lien avec She-Ra. Ça lui permet même d'ouvrir le temple en question. Et ils finissent par voir donc que le climat change à cause de la machine d'Entrapta. Et donc ils sont un petit peu inquiétés. Ils finissent par arriver au temple où ils sont attaqués par les fameuses araignées mécaniques, hein, elles n'ont pas bougé, celles-là elles existent toujours, en arrivant devant donc la stèle où est gardée Adora alors qu'elle essaye d'apprendre de ses leçons et grâce à sa corde magique, Fugor arrive à communiquer avec elle dans son esprit et finit par se dire tout le monde a souffert à cause de moi, c'est mieux que je ne sois pas là, sachant que c'est clairement pas ce que voulait faire passer Grand Espoir avant. Ce qu'elle voulait faire passer, c'est ces gens-là, t'as eu du mal avec eux, il y aura toujours des problèmes avec eux, il faut que tu penses au grand tableau. C'est-à-dire que si tu prends le temps de te détacher un petit peu de ça et de vraiment maîtriser tes pouvoirs, tu pourras avoir des capacités qui transcenderont ce que tu peux faire et venir en aide à tout le monde en étant beaucoup plus sûr de toi et en étant beaucoup plus forte. C'est ça qu'elle veut dire, et le fait de s'attacher à des gens, ça ne va pas aider. Hein, une fois de plus, considération très classique, mais c'est pas ce qu'elle voulait dire. Et ce qu'elle retient de ça, Dora, c'est une fois de plus du sentimentalisme ouin sans intérêt. Je suis désolé, hein, c'est pas ce genre de choses qui me fera grandement m'attacher au personnage si c'est ce genre de choses que vous voulez mettre en place, hein, de drame à la con que vous voulez mettre en place. Ah mais tout le monde souffre à côté de moi, je ne sais pas si je peux supporter d'être à côté d'eux maintenant. Moi. Et Fugor lui dit, ok, c'est de la connerie, l'important c'est d'être là pour tes amis et ils voudront toujours être avec toi en dépit des problèmes qu'il y a. L'amitié c'est bien et être ami c'est aussi savoir pardonner les erreurs des autres et les défauts des autres. Et je veux dire, oui, c'est bien, c'est super, ouais. Message pour les enfants passés, c'est bien. Wouh! Et donc grâce à ça, Dora comprend la chose, elle suit Fugor et compagnie, elle se retransforme en She-Ra parce que maintenant elle est sûre d'elle, et grâce à ça, elle peut se barrer et elle se demande mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe avec le climat, et je pense que c'est le cliffhanger pour l'épisode final de la saison 1. On va essayer de régler un petit peu ça. Étant donné que le titre de l'épisode suivant c'est la bataille de Bright Moon, c'est pas impossible que Hordak profite de ce climat pour s'attaquer directement au château. Parce que voilà, quand il pleut des cordes, c'est plus facile de s'attaquer à un château. Il y a peut-être plus que ça, hein. Je pense qu'il y a plus que ça, mais ça fait un peu bizarre, quoi. On verra. C'est juste moi qui extrapole à partir d'un simple titre, hein. Mais voilà, cet épisode en soi, il était correct.
était correct pour expliquer les origines de She-Ra. Pour revenir sur Mara, je n'ai pas parlé, vous m'excuserez, je voulais en parler, mais voilà, on fait référence une fois plus à Mara qui avait été déjà citée dans l'épisode 3 avec Madame Raz. Madame Raz qui est super vieille parce qu'on dit bien que Adora, ça fait des lustres qu'il n'y a pas eu de She-Ra avant Adora, et la nouvelle She-Ra, elle vient enfin après presque un millénaire ou une connerie comme ça. Putain, elle est vieille Madame Raz, hein. Est-ce qu'on se centrera un peu plus sur cette femme? Enfin bref, il y a un moment donné, on parle de Mara qui a fait un peu comme Adora, qui était prise dans ses relations, qui n'a pas fait gaffe à son entraînement, à la rigueur de son entraînement, et qui à cause de ça s'est plantée et a un petit peu foutu le royaume dans la merde. Grâce à ça, la Horde a réussi à mieux s'en sortir et à avoir du pouvoir, entre guillemets, parce que bon, c'est pas comme si la Horde avait le pouvoir sur tout, il y a encore énormément de pays qui continuent leur vie, quoi. Enfin bon, c'est un détail, hein. Et on va dire qu'ils ont l'ascendant, la Horde. Donc voilà, c'est bien de revenir là-dessus. J'apprécie cette exposition-là, elle est faite très acceptablement. Et le développement entre Catra et Ténébra était bon, vraiment bon. Le combat aussi, il était bon, hein. Il y avait beaucoup de choses qui valaient largement le coup, qui étaient très efficaces pour que cet épisode vaille la peine d'être vu. Après, voilà, une fois de plus, hein, une petite série tranquille à regarder comme ça, hein, rien de transcendant, mais à nouveau, il paraît que ça finira par devenir bon à partir de la saison 3. On adore me promettre des trucs, hein, je sais, hein, mais bon, on verra. En tout cas, à bientôt pour le final de cette saison 1. Bye!